Binge Audio présente. Moi, j'ai eu la chance, pour un type qui s'intéresse au banditisme, d'arriver à un moment charnière. Quand j'arrive, moi, en 90, il y a le queue de comète du milieu tradi, alors vraiment tradi, hein, ceux des années 50, 60, le costard, le quasi le chapeau mou, les mecs cherchent encore les clés de l'attraction avant, Jurassic Park, hein, du banditisme en gros, avec des types qui avaient entre 60 et 90 ans déjà à l'époque. Hein. Et puis il y avait la catégorie du milieu des années 70-80. C'est les enfants du baby-boom, ceux qui sont nés dans les années 40, 50, qui ont fait la révolution du milieu. Les mecs ont dit au revoir les costards, les Borsalino et les grosses bagnoles. On va cheveux longs, blouson en cuir, jean, bon voilà. C'est un peu Depardieu dans Les Valseuses, en version petit délinquant, lui, mais c'était voilà, plutôt ce genre de type. Donc eux, ils étaient devenus les patrons du milieu, cette génération-là. C'est des types qui avaient 50-60 ans dans les années 90, donc c'était quand même le milieu tradi. C'est-à-dire, ça se définissait par des activités, en fait. C'était des types qui étaient dans ce qu'on appelle le banditisme classique. Braquage, boîte de nuit, machine à sous. Plus la prostitution et le proxénétisme, c'était déjà plus, c'était fini pour le milieu français, ça commençait à passer aux mains des étrangers, on va en parler. Donc le paysage, c'était le milieu, le haut du panier, Corse, Gitans, gens de Paris, de Lyon, de Marseille, voilà, grosses affaires, un peu de légal, voilà ce qu'on imagine du milieu et du grand banditisme. Et puis à côté de ça, commençaient à émerger d'autres acteurs qui vont supplanter ce monde-là très rapidement. D'un côté, les groupes criminels étrangers, donc principalement de l'Est qui commence à arriver en 96, 97, c'est les premiers Albanais qui viennent faire de la prostitution en France. Donc là, on commence à voir les filières de prostitution internationale telles qu'on les connaît aujourd'hui, nigérianes, camerounaises, roumaines, bulgares, albanaises. Pourquoi ces messieurs ils commencent par ça généralement? Parce que quand vous arrivez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, vous ne parlez que dalle, vous n'avez aucune connaissance de la société, etc., le truc le plus simple, et quand vous n'avez pas une thune, qu'est-ce qu'ils font ces gens quand ils viennent en France ou en Occident? Bah, ils prennent une nana de leur village, ils la mettent au coin de la rue. Pourquoi? Parce que la prostitution, c'est le seul truc criminel que vous pouvez faire 1 euro avec 0. Si vous voulez aller braquer une banque, il vous faut un flingue, une bagnole volée, connaître le nom de la rue et même parler en français pour dire on les mains au mec. Cambrioler, c'est pareil, etc. Donc il n'y a aucune activité criminelle si vous ne connaissez pas le tissu social, économique, linguistique du coin où vous êtes mort. Le seul truc que vous pouvez faire. Donc à la fin des années 90, il y avait ce milieu traditionnel, il y avait ces gens qui commençaient à venir, notamment des pays de l'Est, qui commençaient à s'implanter par ce biais-là. Et puis il y avait le début des cités. Alors ça a vraiment été, moi j'ai suivi ça avec attention, parce qu'en plus, ayant grandi en 93, mes potes de jeunesse venaient tous des bars HLM, des Courtilières, etc., enfin les cités du coin. Et ça a été le début de ce qu'on appelait le Go Fast. Et ça a été le début de l'ascension de ces garçons, notamment dans le trafic de stupes. Ben, c'est simple, hein. 94-95, ils ont gagné le tiercé. Pourquoi? Apparition du téléphone portable, Schengen, abolition des frontières en Europe. Les types, ils se sont dit, bah voilà, on va pouvoir mettre du chocolaté, hein, du shit espagnol à l'arrière de la voiture, mettre un copain dans celle de devant avec un téléphone pour prévenir s'il y a la douane et remonter. Le shit est produit au Maroc, hein, massivement, 90% de la production mondiale, ça traverse la Méditerranée, ça prend du prix en arrivant en Espagne, et la Costa del Sol en face du Maroc et du Rif marocain où c'est produit était devenu le hub commercial, c'est le hub mondial du trafic de hache. Donc les voyous français traditionnels avaient, à partir des années 80, commencé à s'installer là-bas et à trafiquer ça. Comme on disait dans les années 70, quand je discutais avec les voyous, ils me disaient « Mec, dans les années 70, il n'y avait pas de marché. Le shit, c'était fumé par 2 musiciens, un étudiant gauchiste et 2 trapézistes. Hein, en gros, voilà. Donc
ça intéressait personne. Ça faisait pas assez d'oseille. Les gars allaient acheter du shit eux-mêmes au Maroc, dans le Rif, en 4L ou en Afghanistan, un peu en Hollande. Ils avaient besoin de personne. Et puis un jour, le marché a commencé à décoller. Hein. Et puis les voyous, ça marche comme ça. Un voyou, c'est un mec qui a des bonnes antennes. Il regarde et puis il observe les failles, les opportunités. Ils se sont dit, le chocolaté, visiblement, ça marche. On va aller l'acheter nous-mêmes en Espagne. Donc, pourquoi? Parce qu'ils s'étaient installés massivement en Espagne pour fuir la justice française. Il faisait beau, il y avait la mer, on mangeait bien. Donc ils sont tous partis en Espagne à partir des années 80. Ils sont descendus d'abord vers Barcelone, puis après la Costa del Sol. Puis quand ils se sont retrouvés sur la Costa del Sol, c'est simple, hein, ils ont tourné la tête à droite, à gauche, ils ont vu des ballots de shit arriver de partout du Maroc en face. Ils se sont dit, nous, on va s'y mettre aussi. Et donc voilà, ils ont commencé à remonter, sauf que pour remonter le shit à l'époque, il y avait des frontières. Donc il fallait ou des voitures aménagées, ce qui n'est pas rien, hein. Il faut des bagnoles, il faut les acheter, il faut les faire transformer par des carrossiers, enfin ça demande un peu de métier quand même. Hein. Ou alors il fallait carrément des sociétés de transport, donc avoir des camions, une vraie société qui importe des vraies tomates d'Espagne dans lesquelles on va distribuer. Bon, ça demande des infrastructures, donc c'était pas les deux gars de la barre H&M qui volaient des mobylettes qui allaient se lancer là-dedans, en gros. Donc eux, ils étaient le dernier maillon de la chaîne pendant très longtemps. À eux, on refilait le shit dès les années 80 et c'était vendu en cité. Moi, quand j'étais jeune à Pantin, voilà, ils vendaient déjà des barrettes à la cité à côté de chez moi. Mais ils n'importaient pas le shit. Ils étaient, voilà, les petits commerçants, les détaillants. Et puis, comme des saumons, ils sont pas débiles, les mecs. Ils ont remonté la rivière. Ils ont remonté la source. Et donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attends, pourquoi on achèterait à ces mecs? Alors, on en revient au tiercé gagnant. D'un seul coup, ils ont plus besoin de monter une société de transport de tomates ou d'avoir des bagnoles aménagées. Ils se sont dit, putain, on va voler 2 bagnoles, on met le shit à l'arrière, on tente le coup, hein, ça passe ou ça casse. C'est passé, c'est même beaucoup passé parce que les flics ne se sont pas du tout doutés de ce genre de truc et les voyaient pas à ce niveau-là du trafic surtout. Ils les voyaient toujours en vendeurs de barrettes. Et donc pendant des années comme ça, la police a focalisé son attention sur le milieu traditionnel en disant c'est les anciens de la French Connection qui se sont mis au shit, les braqueurs, les machins. Donc c'était leur clientèle habituelle, ils les connaissaient, Dédé l'élégant, le machin, le truc, bon. Et puis pendant qu'ils regardaient comme ça, derrière, ils voyaient pas les mecs qui fonçaient à 200 sur l'autoroute, la bagnole remplie de hakik, et puis voilà, et puis qui fournissaient toutes les banlieues. Donc on les a laissés monter. Comme ça, et au fil des années, ils se sont enrichis, ils se sont structurés, ils se sont professionnalisés, ils sont devenus plus malins. Ils ont passé la Méditerranée pour aller se fournir au Maroc. Et puis j'oublie un autre truc. Ils ont aussi gagné, c'est même pas le tiercé qu'ils ont gagné, c'est le quartet. Parce qu'à partir de 95, 96, 97, arrivent les armes de guerre. Outil indispensable au voyou. Qu'est-ce qui différencie un voyou d'un commerçant ou d'un travailleur honnête? L'usage de la violence. Sa propension à être violent et à user de force. Ce que va pas faire le mec normal. Donc eux, il leur manquait en revanche les outils pour prétendre être violents dans ce monde-là. Les anciens, ils avaient cet accès aux armements qui venaient de la guerre du Liban à l'époque, qui venaient dans les années 70, début 80, qui venaient beaucoup des stocks de la Seconde Guerre mondiale, des trucs qui traînaient dans les maisons françaises, dans les familles françaises. Et les mecs de cité, ils n'avaient pas tout ça. Ils n'avaient ni le grand-père qui habitait dans le Loiret, qui avait conservé une vieille mitraillette anglaise ou allemande, et puis ils n'avaient pas l'accès aux réseaux internationaux de trafic d'armes ramenés par des bidasses français du Liban, etc. à l'époque. Et puis à partir de 95, 96, 97, au début des années 90, il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie. Et puis il y a beaucoup d'armes qui ont circulé, des armes du bloc de l'Est, puis elles ont commencé à arriver à la fin de ces conflits-là, Kosovo c'est 96, etc. On a vu apparaître les premières Kalachnikov, tous les premiers CZ, Makarov, enfin toutes les armes de l'Est, armes de poing, fusils d'assaut, la totale. Et puis c'était pas dur à acheter parce que c'était pas un trafic très organisé, c'était des trafics de fourmis ramenés par la communauté. Alors je veux pas jeter le discrédit sur les Serbes de France, mais à l'époque, ça tombait bien. La communauté serbe, elle est installée depuis les années 60 dans le 93. Donc les choses sont bien faites. Donc un mec de temps en temps dans cette communauté retournait l'été au pays. On regarde, les premières affaires, c'est des serveurs de café, par exemple. Le mec, il est serveur de bistrot à Montreuil, il est juste à côté de la cité. Donc les types ont commencé à les faire venir, ils rentraient l'été
dans la voiture, entre le vélo du petit, le ballon de son frère et les valises, et ben on dissimulait une calache, où on la démontait entre 3 bagnoles, etc. Où on les ramenait en bus de tourisme, là, Euroline, pour pas les citer, les grandes lignes qui font l'international. Et vous mettiez ça dans un sac, la valise dissimulée, paumée dans la soute, et puis vous récupérez ça à Paris. Et donc c'est trafic du fourmi, c'est sur le cas, ça se fait comme ça. Donc nos petits gars de cité, forts de leur téléphone portable, de l'abolition des frontières et des calibres de standing, eh ben, ils ont pu jouer dans la cour des grands. Ambitieux, ceux qui étaient ambitieux, courageux, violents, eh ben, ils se sont hissés. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein, c'est un éternel renouvellement. Donc tout ça pour revenir à ce que tu disais au départ, la photographie des années 90, c'est celle-ci. Une grosse partie encore de milieux traditionnels, une petite frange émergente de garçons qui viennent de l'Est ou d'Afrique, et puis ça pousse dans les banlieues. Voilà, on commence à voir arriver les premières équipes un peu sérieuses dans le trafic de stupes et dans le braquage aussi de fourgons, qui est la grande spécialité de ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'en 95, il y a Hit, de Michael Mann. Et là, tout ça a fait dresser les oreilles de tout le monde dans les bars HLM. Les mecs se sont rêvés avec des casques de hockey sur la tête à taper des fourgons blindés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, il y avait quelques grosses équipes à l'époque du milieu, voilà. La Dream Team, des équipes de Corse, de Marseillais, etc., qui tapaient des tirelires, comme on dit. C'était un peu réservé à cette élite-là, puisque c'est la Champions League du braquage, hein, voilà, quand on en arrive là. Et puis, on a vu débouler plein de mecs de banlieue. Alors, avec pas beaucoup de réussite, hein, parce que ça demande aussi, c'est un métier. Je veux dire, le vol, etc. Là, on a eu affaire à une génération spontanée avec les cités. Les autres, ils avaient appris le métier. Ils avaient volé des mobylettes, ils avaient cambriolé, ils avaient braqué la supérette, et après braqué la banque, puis avant de monter au fourgon. Bon, là, il y a plein de mecs de cité qui sont foncés directement au fourgon à 20 ans, donc ça a donné lieu à beaucoup de morts. Il y a eu une vingtaine de convoyeurs tués quand même, hein, en quelques années, donc c'est quand même énorme. Il y en avait 1 ou 2 par an tués dans ces attaques, qui rapportaient le plus souvent que dalle d'ailleurs. C'était plutôt assez dramatique. C'est là qu'on a vu émerger, voilà, toute une frange de types de cités qui se sont mis au banditisme, qui l'ont vite abandonné, voyant que ça payait pas, et ça payait surtout en années de prison monstrueuses. Hein. Et en revanche, ils se sont tous mis sur les stupes. Donc, en 20 ans, on a vu ce milieu traditionnel un peu disparaître. Ce milieu international se renforcer. Alors là, on est passé de... aujourd'hui, enfin voilà, on a un peu tout le monde à demeure. Hein. On a les mafias d'ex-URSS avec les Géorgiens, on a tout le bloc des Balkans, roumains, bulgares, qui se divisent entre types qui font trafic d'êtres humains, vol, escroquerie aux cartes bleues. Enfin voilà, vous avez à peu près, vous prenez les pays baltes, tous les types sont spécialistes, les groupes criminels sont spécialistes dans les vols de véhicules. Les mecs en Lituanie sont spécialistes dans le vol de camions frigo. Par exemple, camions frigo, ils sont venus en France, ils ont fait des razzias, de tracteurs, de trucs. Bon, on a vu à peu près tout arriver. Donc aujourd'hui, à demeure, on a pas mal de players venus d'ailleurs. Et puis on a un milieu du banditisme qui est quasiment à 80% aujourd'hui occupé par les quartiers. Alors les quartiers, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Ça veut dire que ça va du petit dealer au numéro 1 des stupes quasiment en Europe, hein, issus des quartiers. C'est-à-dire vous allez avoir en face un Moufid Bouchibi ou un Sofiane Ambli, qui sont des gens qui ont commencé petits dealers de quartier, qui aujourd'hui sont plutôt de ma génération, hein, entre 45-50 balais, qui sont parmi les plus gros importateurs en Europe de hache. Vous avez des types comme Mouf ou Sofiane Ambli, ou voilà. Bon, on peut le dire, ils sont au trou, hein, là, donc on peut en parler. La justice, c'est pas moi qui le dis, la justice ou la police leur reproche des importations de 60-80 tonnes par an de hache, donc on n'est plus au Cofast avec 400 kilos dans le coffre, hein, et sur la banquette arrière. Enfin voilà, et des centaines de kilos de coke d'Amérique du Sud, ça traite avec les cartels. Enfin voilà, donc ces gens, moi c'est ça qui m'a intéressé. En 25 ans, j'ai suivi mes petits gars de quartier, et puis qui sont montés, pas pour une frange, hein. C'est toujours pareil. Vous allez prendre un quartier. Dans un quartier, il y a 10 mecs malhonnêtes. Allez, il y a 200 jeunes qui sont super cool. Qui feront des études ou pas, qui bosseront, qui seront honnêtes. Voilà, bon, on va arrêter, on va casser un peu la carte postale. Dans un quartier, majoritairement, c'est des gentils jeunes. Et puis, il y a une frange toujours de mecs... ou glandus, ou malhonnêtes, ou délinquants, qui ont une appétence pour ça. Donc ils vont être 15, 10, 5, 20. Et dans ceux-là, ils vont les 3/4 arrêter rapidement. À 20, 25 ans, ils vont laisser tomber. Et puis il y en a souvent un seul qui fait carrière. Pas par cité, hein, sur 10 cités, vous allez trouver un mec, voilà. Et celui-là, il va aller dans la grande criminalité, dans le banditisme, voilà. Mais c'est
un élu, entre guillemets, je suis pas sûr que ça soit une chance pour lui, qui va rejoindre cette élite-là. C'est des milieux qui sont quand même très petits et restreints. Hein. Le milieu des gros narcos français, qui sont tous quasiment issus de quartier, c'est 20 mecs, 25 mecs. Si vous prenez le top of the list de l'OFAST, hein, l'Office de lutte contre le trafic de stupéfiants, l'espèce de DEA à la française, ils sont 20-25 à se partager. Ça va en entonnoir. C'est-à-dire que ces 20-là vont faire venir du Maroc les 200 tonnes de shit fumées annuellement ou 250 tonnes. Et après, ça se dispatche. Donc aujourd'hui, ces garçons de cité, ils sont dans l'élite, ils constituent l'élite. À côté d'eux, il reste encore le banditisme corse, où il y a encore quelques représentants et pas des moindres. Et puis le milieu traditionnel, il est principalement, il en reste. Et c'est des gens qui ont beaucoup donné dans le légal, qui ont essayé de se mafieuiser, on va dire, entre guillemets. À Marseille, on les a vus dans les trucs HLM, dans la construction, dans l'immobilier, dans les déchets. À Paris aussi, une famille célèbre là, qui est en ce moment dans une grosse affaire d'enfouissement de déchets. On croirait la Camorra italienne. Voilà, les vieux voyous, ils essayent plutôt d'aller dans le business légal, entre guillemets, hein, fait illégalement, mais en tout cas qui a l'apparence du légal. Les marchés publics, les trucs, voilà. Alors même si en France, c'est moins prégnant qu'en Italie ou dans certains pays, mais voilà, en tout cas, les derniers résistants en Corse, ils essayent de mettre la main sur la chambre de commerce d'Ajaccio, voilà, hein, parce que c'est elle qui distribue les marchés publics, construisent des ports, des aéroports, des routes, c'est une manne hallucinante, c'est des centaines de millions d'euros, donc les mecs, ils ont les dents qui poussent quand ils la regardent, la chambre de commerce, et ils se disent, par le jeu des élections locales, des alliances, pouf, on va se la mettre dans la poche, et puis on va s'attribuer les marchés, puis on va se prendre 200 patates par an. Bon, voilà, eux, ils sont plutôt dans ce genre de bise, ils sont plus les braquages, il y en a plus, ça marche plus, pour aller braquer un fourgon blindé, il faut être 15 à habiller en GIGN avec un hélico et des blindés, pour à la fin avoir que dalle et prendre 20 ans de prison, donc ça les intéresse plus. La police technique et scientifique, elle a fait tellement de progrès aujourd'hui. L'ADN, les balises, les machins, les écoutes, les trucs. Vous avez 9 chances sur 10 de finir au trou en ayant perdu un domicile à 4 km de la scène de crime. Donc, majoritairement aujourd'hui, c'est les stupes qui l'ont emporté. Et les stupes, c'est principalement voilà, aux mains des gens de quartier et d'une petite frange de voyous traditionnels qui s'agitent non pas dans le hash, mais plutôt dans la coke en provenance d'Amérique du Sud. Voilà, en gros, le topo. Globalement, terminé. Les quartiers ont pris la main.